Bonjour à tous et à tous. Merci d'être présents. Donc, on va parler un peu d'infectieux et d'antibiothérapie et aussi beaucoup de chirurgie autour de la prise en charge de ces infections post-opératoires. On va commencer avec un petit peu d'épidémiologie. Ces infections post-opératoires vont concerner essentiellement deux sites, les infections sur prothèse articulaire, essentiellement la hanche et le genou, et les infections sur le rachis. Et ces infections, même si elles ne sont pas si fréquentes que ça, puisque je vous ai mis ici un certain nombre de chiffres en termes de taux d'infection de ces différents sites, donc ça tourne en gros entre 1 et 2%, avec bien sûr des variations suivant les services, quelques services aussi qui rapportent des taux d'infection beaucoup plus élevés, mais donc en général c'est entre 1 et 2%. Néanmoins, les conséquences de ces infections sont extrêmement lourdes pour le patient essentiellement, qui va subir des réinterventions chirurgicales, une antibiothérapie prolongée, une prise en charge difficile, un alitement. Ça va avoir des conséquences pour les chirurgiens, bien sûr, et ça va avoir un coût financier important pour la société en termes de prise en charge. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en termes d'infection, le taux ne peut qu'augmenter, puisque à la suite du vieillissement de la population, eh bien, le nombre de poses de prothèses va augmenter. C'est inéluctable, ça c'est partout. Et donc, avec ce taux à peu près stable d'1 ou 2% d'infection, on va forcément avoir plus d'infections à gérer, malgré les différents progrès qu'on pourrait faire éventuellement autour de la prévention. On en parlera en fin de topo. Bon, le diagnostic de l'infection en lui-même n'a pas grande particularité. Au premier plan va être la douleur. Le décèlement de prothèse va être un signe d'infection jusqu'à la preuve du contraire. La fistule cutanée au niveau signe d'infection dans la quasi-totalité des cas. Vous allez avoir un syndrome biologique, vous pouvez vous faire aider de la radiologie, sur notamment les scanners ORM, notamment pour les infections rachidiennes. Et le diagnostic va être fait par la ponction, soit la ponction articulaire, soit le prélèvement chirurgical. Ce prélèvement, donc, il doit être fait dans de bonne qualité, ça doit être un prélèvement profond. Donc, les écouvillons de cicatrices ou les écouvillons de fistules n'ont aucun intérêt. Il va falloir donc faire une ponction articulaire qui peut être écho ou radio-guidée, ou guidée par scanner si besoin, avec donc de la biologie et des tubes qui vont partir en bactériaux, avec notamment au moins un ensemencement sur flacon d'hémoculture. Pour faire les prélèvements rachidiens, le plus souvent, les prélèvements rachidiens vont se faire au moment de la réintervention sur la suspicion clinique. Il faut réaliser au moins 5 prélèvements, dont un qui va partir en histologie, parce que quelquefois, il y a des diagnostics qui sont difficiles à faire. Et la preuve bactériologique de l'infection sera apportée quand vous aurez au moins 2 prélèvements qui seront positifs à la fois au même germe et au même antibiogramme. Donc ça prouvera là que le germe retrouvé est responsable de l'infection. Il peut arriver que la bactériologie soit négative, notamment quand les patients ont reçu des antibiotiques avant l'intervention. Donc il va falloir s'aider de moyens indirects. D'abord pour avoir des arguments en faveur de l'infection, ça va être des arguments autour, notamment sur les infections de prothèses, dans les ponctions articulaires, des arguments autour de la formule du liquide synovial, avec des globules blancs et des polynucléaires. Et on va pouvoir doser un certain nombre de molécules dans le liquide synovial. Une molécule récente qui commence à se développer, c'est un dosage d'une molécule qui est synthétisée, je crois, par des polynucléaires, qui est l'alpha-défensine, qui serait très spécifique de l'infection articulaire. Ensuite, il va toujours falloir essayer de trouver des germes, parce que sinon on va être très gêné pour la conduite de l'antibiothérapie. Et donc là, les techniques un peu récentes autour de la recherche de germes, quand les examens et la culture du liquide sont négatifs, ça va être la recherche d'ARN 16S, qui sont des témoins qui sont des témoins de l'activité bactérienne, mais bien sûr, il faut avoir les bonnes sondes PCR sur le bon germe. Il y a des techniques, ce qu'on appelle de sonication qui existent, qui sont des techniques de fragmentation du tissu, des fragments tissulaires qui libèrent un peu des bactéries qui seraient au sein des tissus et qu'on pourrait identifier. Et il ne faut jamais oublier, dans les cas difficiles, de faire des recherches sur ce qu'on appelle des germes rares, essentiellement les mycobactéries et les champignons, mais qui sont quand même rares dans le cadre de l'infection post-opératoire. Alors, quels sont les germes qu'on va rencontrer dans ce type d'infection? C'est assez simple, ce sont les staphylocoques. Staphylocoque doré, staphylocoque coagulase négative, qui sont largement majoritaires. Alors, la proportion entre l'un ou l'autre peut varier suivant la série. Quelquefois, c'est le staphylocoque doré qui est prédominant, quelquefois, c'est staphylocoque coagulase négative. Mais disons que de manière, régulière, on les retrouve quand même impliqués dans 50-60% des infections sur prothèse. Et donc, ce qui va être important pour la suite de la prise en charge.
Il y a des données qui montrent que, vous savez qu'on parle d'infection précoce et d'infection tardive dans la prise en charge de ces patients. Il y a des données qui montrent qu'en fait, cette répartition avec cette prédominance de staphylocoque, en fait, ne change pas tellement malgré le fait que quelquefois les infections soient très tardives. Vous avez des infections qui peuvent arriver au bout de plusieurs mois après la chirurgie. Par contre, l'autre chose qui est constante dans la prise en charge de ces patients, c'est que eh bien, sur les germes qui apparaissent au cours du temps, eh bien, on va voir apparaître de plus en plus de germes résistants, comme n'importe quelle infection nosocomiale, où vous avez de plus en plus d'antibiorésistance dans tous les sites rencontrés. C'est valable aussi pour l'os et les infections post-opératoires ostéo-articulaires. Dans le cas des infections rachidiennes, on retrouve grossièrement cette prédominance de staphylocoque. Je vous montre ici 3 études. Abdul-Jabbar 2013, qui est une étude rétrospective sur un grand nombre de patients qui considérait à la fois des patients avec chirurgie instrumentée et non instrumentée. Amelot, qui sont des collègues de la Pitié-Salpêtrière, qui là c'était l'observationnel prospectif sur les bénéfices d'antibio-prophylaxie, c'était de la chirurgie non instrumentée. Et Taraf, qui est en cours de publication d'une étude autour des patients de Bicêtre, sur une étude rétrospective sur 2 ans, et qui a regardé donc un peu la population des malades infectés et la répartition des différents germes. Donc grossièrement, on retrouve à peu près la même proportion de germes, une prédominance de staphylocoque doré et de staphylocoque coagulase négative, mais on voit apparaître, plus que dans l'infection sur prothèse, on voit apparaître les BGN et les entérocoques, qui sont quand même un peu plus rares dans les infections sur prothèse articulaire. L'autre paramètre, c'est important dans ces infections sur rachis et sur matériel sur rachis, c'est que les infections sont fréquemment polymicrobiennes, beaucoup plus que les infections sur prothèse. Il y a à peu près 50% des infections sur rachis qui vont être polymicrobiennes versus autour de 20-25% pour les infections sur prothèse. Alors, l'autre caractéristique en termes de germes, quand on parle des infections rachidiennes, c'est la répartition crânio-caudale. C'est assez logique, bien sûr, mais ça a été montré donc, dans les 2 références que je vous montre, Abdul-Jabbar et Taraf. Donc, Abdul-Jabbar montrait bien que plus on se rapprochait du sacrum et du bassin, et plus on avait un nombre important de BGN qui étaient retrouvés dans les prélèvements. Et dans l'étude de Dr Taraf, eh bien, il y avait une bascule nette dans la répartition entre la flore cutanée et la flore digestive. Quand on partait du rachis cervical pour aller jusqu'au rachis sacré, eh bien, on avait de plus en plus de flore digestive qui apparaissaient dans les prélèvements, qui montrent donc bien cette répartition crânio-caudale. Et donc la conclusion de ces 2 diapos, c'est que plus la chirurgie se rapproche du sacrum, plus la flore digestive est présente, et également plus les infections sont polymicrobiennes. Un mot sur le biofilm. Le biofilm, c'est une espèce de matrice qui est synthétisée par les staphylocoques. Les 2 espèces, staphylocoque doré et staphylocoque coagulase négatif, ont été montrés comme étant responsables de la synthèse de ce biofilm, de cette matrice. Donc, les étapes sont assez correctement décrites. Vous avez le dépôt d'un certain nombre de germes sur une surface inerte qui vont se multiplier, former une couche pluricellulaire, et au sein de cette couche va se former, vont être synthétisées des molécules qui sont des molécules assez complexes de polymères et de lipopolysaccharides, qui vont former une espèce d'écosystème en soi où les germes vont à la fois être piégés, être présents, favoriser et constituer donc l'infection, donc là on va plutôt parler d'infection chronique, vont avoir une espèce d'écosystème propre où ils vont pouvoir échanger, et notamment échanger des gènes de résistance entre eux, et donc ce qui va rendre très compliqué la prise en charge, notamment par le fait que la présence de ce biofilm va constituer une espèce d'enduit complètement imperméable aux antiseptiques quand on réopère les patients, ou aux antibiotiques quand on leur administre une antibiothérapie. Donc quelque chose de complexe à prendre en charge. On va aborder maintenant la problématique du traitement. Le traitement, de manière, comme vous le savez, assez simple, ça va associer une reprise chirurgicale et une antibiothérapie. Et cette prise en charge, qui est une prise en charge compliquée, qui est une prise en charge qui va être très longue, ne se définit que dans le cadre d'une équipe multidisciplinaire qui va associer donc orthopédistes, infectiologues, anesthésistes, pharmaciens, nutritionnistes, enfin bon, tous les corps de métier qui travaillent à l'hôpital vont avoir leur rôle à jouer pour améliorer la prise en charge des patients. La reprise chirurgicale, elle est indispensable, non seulement parce que le plus souvent ou assez souvent, elle va permettre une bonne analyse bactério-microbiologique des prélèvements, et ensuite il va y avoir un effet de lavage, quelquefois à forte pression, et donc de dégradation, une action mécanique sur le biofilm pour permettre ensuite une action plus efficace des antibiotiques.
Dans l'infection sur prothèse, vous avez trois modes de prise en charge chirurgicale. Soit, on verra après sur la diapo suivante comment est-ce qu'on les utilise, soit vous avez la prise en charge, ce qu'on appelle la prise en charge, où on va laisser la prothèse en place, on va opérer le patient, laver, prélever, retirer le maximum de tissu nécrotique, enfin faire le nettoyage le mieux possible. Mais on va laisser la prothèse en place, c'est une technique qu'on appelle DAIR en anglais, c'est l'acronyme anglais. La deuxième technique, c'est que cette fois, on va retirer on va opérer le patient, on va laver, mais on va faire un changement de prothèse, mais dans le même temps opératoire. C'est-à-dire que les patients auront déjà reçu une certaine durée d'antibiothérapie et donc les patients s'opèrent avec le changement en un temps de la prothèse. Et enfin, dans les cas les plus difficiles, notamment surtout dans les échecs des deux premières techniques, il va falloir opérer le patient en 2 temps avec un retrait de la prothèse, une antibiothérapie entre 3 et 6 semaines, la mise en place d'une prothèse intermédiaire type spacer pour garder l'articulation et remettre une prothèse propre après plusieurs semaines d'antibiothérapie. Inutile de vous dire que ça complique énormément la prise en charge des patients et c'est très compliqué pour eux. Dans le cas de l'infection sur rachis, on va tout faire pour garder le matériel en place, puisque dans l'immense majorité des cas, le matériel qui est en place stabilise le rachis. Si on retire le matériel, les patients vont devenir instables sur le plan rachidien, ça va obliger à les laisser allonger, donc ce qui là aussi rend la prise en charge très difficile. Si on imagine un algorithme, il y en a plusieurs qui existent, autour des différents choix chirurgicaux, donc le choix chirurgical va dépendre essentiellement de 2 paramètres qui sont la temporalité de l'infection et le ou les germes qui sont en cause en termes de sensibilité aux antibiotiques, notamment aux antibiotiques qui vont pouvoir être administrés facilement avec une bonne disponibilité et qui vont avoir une bonne pénétration osseuse. Dans le cadre, donc dans le premier paramètre, on va d'abord parler d'infection précoce ou tardive. L'infection précoce, là aussi, peut être un peu difficile à bien caractériser suivant les études. C'est en gros entre 6 à 12 semaines après la chirurgie, on peut parler d'infection précoce, mais pour certains, ça se limite à 4-6 semaines après la chirurgie. L'autre paramètre qui rentre en jeu, c'est le délai d'apparition de la durée des signes infectieux. Et on parle d'infection précoce quand la durée des signes infectieux est inférieure à 4 semaines. Si on est dans ce cadre-là et si on a un espoir raisonnable de garder la prothèse fonctionnelle et qu'on a un germe qui est sensible, qui va être facilement entre guillemets traitable avec des antibiotiques usuels, eh bien on peut tenter le lavage et le fait de laver la procédure DAIR, c'est-à-dire le fait de laver et de garder la prothèse en place et de donner sa chance à l'antibiothérapie. Dans tous les autres cas, il va falloir changer la prothèse soit en un temps, soit en 2 temps. Et dans les cas les plus difficiles, eh bien, quelquefois, c'est pas possible. C'est surtout sur les terrains très débilités où on considère que ça va être trop difficile pour le patient de supporter ces différents temps opératoires. Eh bien, on peut laisser sa chance, mais en fait, c'est pas vraiment une chance parce que ça va jamais marcher à l'antibiothérapie seule. Mais après, c'est résection arthrodrèse, voire amputation pour les cas les plus graves. L'antibiothérapie, donc 2 phases dans l'antibiothérapie, c'est la deuxième partie de la prise en charge curative de ces patients, l'antibiothérapie empirique et l'antibiothérapie curative. L'antibiothérapie empirique est commencée au bloc opératoire après les prélèvements microbiologiques et va associer 2 antibiotiques, piperacillin tazobactam et daptomycine. Les autres choix et les autres associations de molécules, notamment avec la vancomycine, qui était le traitement de référence jusqu'il y a 2-3 ans, ou les autres choix de bêta-lactamine type cefepime ou ceftriaxone, sont moins efficaces ou plus difficiles à manier que l'association pipetazo plus daptomycine. La daptomycine, c'est un antibiotique intéressant. C'est un antibiotique de la famille des lipopeptides qui est bactéricide, qui n'existe qu'en intraveineux et qui est considéré comme ayant une bonne pénétration intraosseuse ou une bonne activité intraosseuse. C'est une molécule qui est issue d'une bactérie qui s'appelle Streptomyces roseosporus, qui a été trouvée au pied du mont Arara, en Turquie. Il a failli ne pas être commercialisé, tout simplement parce que les premiers essais, notamment les études animales, montraient qu'il y avait une grosse toxicité de la molécule, notamment en termes de rhabdomyolyse. Puis bon, la molécule a un peu changé, surtout on l'a administrée en une fois au lieu de l'administrer en plusieurs fois. Ces histoires de toxicité ont disparu et donc ça a été commercialisé en 2003 et génériqué en 2018. Pendant toute la période 2003-2018, c'était très peu prescrit.
parce qu'il y avait des antibiotiques alternatifs, il y avait notamment l'inoside qui était beaucoup plus prescrit que la daptomycine. Et à partir du moment où ça a été génériqué, il y a une espèce de bon de prescription jusqu'à avoir des recommandations pour faire permuter la vanco en empirique dans ce type de prise en charge vers la daptomycine. Et je vous ai mis ici le nombre de la consommation d'EDJ pour 1000 jours d'hospitalisation de la daptomycine à Bicêtre. Vous avez un bon quantitatif très impressionnant à partir des années 2019-2020. L'antibiothérapie documentée, on ne va pas détailler en détail la diapo, on va s'attacher à 2-3 principes importants. Les staphylocoques, qui sont les germes principaux rencontrés au cours de cette pathologie. Donc on va les diviser bien sûr en staphylocoque méticine sensible, où la cloxacine va être le traitement de référence en intraveineux, et donc le staphylocoque militaire, où ça va être la daptomycine. Il y a des alternatives qui existent. Et le relais Péros, là, dans le relais Péros, on va avoir affaire à 4 antibiotiques qu'on va à peu près toujours retrouver dans ces prescriptions de relais Péros d'antibiothérapie intraveineuse, parce qu'ils ont une bonne disponibilité et une bonne diffusion intraosseuse. C'est les fluoroquinolones, la rifampicine, la clindamycine et, même si c'est un peu moins bien prescrit parce qu'il y a moins d'études autour de ça, le Bactrim. Et donc, tout le relais Péros va tourner autour de ces 4 molécules. Et dans les cas compliqués, notamment les entérobactéries qui vont devenir résistantes, le pseudomonas, eh bien, quelquefois, on va être obligé de faire plusieurs semaines de traitement intraveineux quand il n'y a pas de relais Péros possible. Comment se conduit ce traitement antibiotique? Donc, il y a quelques données qui sont assez solides autour de ça. D'abord, le relais Péros maintenant peut se faire très rapidement. Avant, vous savez qu'on faisait, dans le meilleur des cas, 15 jours de traitement intraveineux avant le relais Péros. Quelquefois, dans d'autres service, c'était encore plus prolongé, 4 voire 6 semaines de traitement intraveineux. Il y a une belle étude qui est sortie dans le New England en 2019 qui montrait qui comparait une semaine de traitement intraveineux avec relais Péros versus plusieurs semaines de traitement intraveineux avant le relais Péros. Donc les résultats étaient identiques, et donc on peut prendre le relais Péros si on a les antibiotiques adaptés, donc dans la famille des 4 antibiotiques dont je viens de vous parler. S'ils sont disponibles et si on peut les administrer, on peut faire le relais Péros très rapide. Ensuite, dans la durée, c'est un peu plus compliqué. Là, il y a une différence entre les infections sur rachis et les infections sur prothèse. Les infections sur rachis, la durée de 6 semaines est admise, à la fois sur des données prospectives et dans des guidelines sur la durée du traitement antibiotique pour les infections sur rachis. C'est un peu plus délicat pour les infections sur prothèse, où là, les données sont plus disparates. Dans les années 2010, c'était plutôt une durée de 6 semaines qui était préconisée. Et puis, il y a une grosse étude qui est sortie dans New England il y a 2-3 ans, en 2021, par les collègues de Tours, qui était gérée et publiée par les collègues de Tours, et c'était une étude multicentrique, où sur donc, des prothèses de genoux et des prothèses de hanche, la durée de 6 semaines était comparée à une durée de 12 semaines. Bien, le critère de non-infériorité n'était pas atteint, puisque chez les patients qui avaient 6 semaines d'antibiothérapie, il y avait un taux de rechute ou de non-contrôle de l'infection de 18% versus 9% pour ceux qui étaient traités 12 semaines. Alors, ce résultat est à prendre avec importance, hein, c'était une étude randomisée contrôlée, mais néanmoins, dans les méta-analyses, quand on intégrait cette étude dans les méta-analyses, en fait, le résultat en faveur d'une durée prolongée ne sortait pas. Et donc là, il y a notamment une méta-analyse qui intègre l'ensemble, enfin une série de 5-6 études observationnelles et 5-6 études randomisées, qui intégraient donc l'étude de Bernard, et qui ça ne faisait pas changer le résultat en faveur d'un résultat non significatif entre les deux durées, entre 6 et 12 semaines. Néanmoins, pour l'instant, vu ces données, notamment vu l'étude du New England, il est recommandé pour l'instant, en attendant de nouvelles études qui éventuellement reviendraient en arrière sur 6 semaines, il est recommandé pour l'instant de rester sur 12 semaines d'antibiothérapie pour les infections sur prothèse. Voilà, les axes d'amélioration, bien sûr, il y en a toujours, mais ça demande une énergie considérable, à la fois essentiellement en préopératoire et en péropératoire. En préopératoire, ça va être essayer de contrôler ce qu'on appelle les facteurs modifiables, donc les facteurs qui permettent d'améliorer les comorbidités du patient en chirurgie, la gestion d'un diabète, l'obésité, tabac, malnutrition,
l'intoxication alcoolique, l'état bucco-dentaire et beaucoup de données contradictoires autour de la décontamination nasale des patients qui sont porteurs de SARM. Pour l'instant, il n'y a pas de données suffisantes pour le recommander de manière systématique. Il y a des papiers qui sont en faveur, d'autres contre. Les revues, les méta-analyses n'arrivent pas à trancher entre l'un ou l'autre. Pour l'instant, on ne peut pas le recommander. Et les mesures péropératoires, donc là aussi, le contrôle de facteurs dont on sait que quand ils sont pas pris en charge, eh bien, ça augmente les infections post-opératoires. Diminuer la durée d'intervention, bien mener son antibioprophylaxie, une antisepsie à la chlorhexidine alcoolique, supprimer les entrées et sorties dans les salles d'intervention. Et il y a des discussions autour des techniques chirurgicales, notamment l'irrigation des foyers opératoires à la bétadine diluée ou le fait de saupoudrer avec de la poudre de Vanco son foyer opératoire, voilà, auquel les chirurgiens croient beaucoup, mais qui en pratique dans la littérature ne peuvent pas être recommandés pour l'instant. Le niveau de preuve est insuffisant. Voilà, en conclusion de ce topo, donc quand même globalement la prise en charge de ces infections ostéo-articulaires post-opératoires maintenant est bien codifiée. On sait ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Bon, il y aura toujours des discussions, notamment sur le timing chirurgical ou le type de chirurgie. Sur l'antibiothérapie, quand même, c'est assez bien réglé. Il y aura toujours des cas difficiles, mais dans lesquels on fera intervenir les collègues d'infectiologie pour gérer les antibiotiques. Sur la durée des antibiotiques, ce qui reste un peu en suspens, c'est la durée de l'antibiothérapie pour les prothèses, mais il y a des études qui sont en cours et qui apporteront peut-être une réponse. Il faut essayer de travailler sur la maîtrise des facteurs de risque à la fois pré- et péropératoires. Et enfin, quelque chose auquel je suis assez attaché, c'est qu'en théorie, chaque patient opéré devrait être intégré dans un registre de surveillance des infections nosocomiales, pas seulement ou des infections post-opératoires, pas seulement les patients d'orthopédie, mais absolument tous les patients chirurgicaux. Là aussi, ça demande un travail important, mais il y a d'autres pays qui le font systématiquement. En France, c'est un petit peu surveillé, mais peu surveillé. Par exemple, vous savez que c'est surveillé notamment via l'enquête INCISO qui surveille les infections du site opératoire. Eh bien, les PTG, les PTH sont surveillés, font partie des critères qui ont été retenus pour être surveillés. Et seuls à peu près 10% en France, à peu près 10% des prothèses sont suivies de cette manière-là. Et il n'y a pas d'autres réseaux de surveillance. Alors, si on veut faire quelque chose, notamment pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les patients s'infectent et dans quel cas ils s'infectent et avoir des actions correctrices, il n'y a pas d'autre moyen que de surveiller ces patients. Merci beaucoup.